Quel était la vie des citoyens américains entre 1940 et 1945 ? La façon la plus facile de le savoir, c'est d'aller jeter un petit coup d'œil sur place. Voici arrivé, et pour me fondre dans la masse, je dois vite me changer. Et le Life Magazine va nous aider. Hop, un petit peu d'inspiration par-ci par-là, et me voici dans une tenue parfaite pour continuer notre petite exploration. Nous sommes lors du second mandat de Franklin Roosevelt. La conjoncture américaine lui est favorable, il n'y avait plus que 7 à 8 millions de chômeurs, soit 14% de la population active en 1937. 6 millions d'emplois avaient été créés depuis 1933. La production industrielle avait été multipliée par 2, et l'industrie automobile avait retrouvé le niveau d'avant la crise de 1929. Bref, l'Amérique semblait sur la voie de sortir de la période difficile qui a suivi le crash boursier de 1929. Face à l'hostilité de plus en plus nette de ses ennemis qui l'accusaient de prendre ses ordres de Moscou et d'organiser la planification et la socialisation de l'économie, Roosevelt a choisi d'accentuer encore plus sa rhétorique progressiste et anticapitaliste. Il assurait combattre les forces de privilège de l'avidité, de l'égoïsme et du pouvoir sans frein. Il avait été élu haut la main, obtenant la majorité avec 60,8% de voix. La guerre était loin, mais une fuite massive d'intellectuels et artistes européens avait commencé. Avec l'approche du conflit mondial, ce phénomène s'accrut de façon importante. Ainsi, en 1939, les États-Unis accueillirent le Hongrois Béla Bartók et le Russe naturalisé français Igor Stravinsky. En 1940, ce sont les Français André Mauroy et Jules Romain, ainsi que le compositeur Darius Milhaud, qui arrivèrent aux États-Unis. Grâce à eux et bien d'autres, l'Amérique assimila l'expérience culturelle européenne et reçut un sang nouveau qui se releva précieux dans de nombreux domaines. Ainsi, le projet Manhattan n'aurait pas pu être mené sans 4 immigrés politiques, les Allemands Oppenheimer et Einstein, l'Italien Fermi et le Danois Bohr. La télévision fut inaugurée par Roosevelt en 1939, lors d'une exposition à New York. Il s'agissait d'innovations essentielles à long terme, mais bien sûr, elles n'eurent pas le temps de se populariser avant la guerre. Le nombre de films produits aux États-Unis diminua à cause de la mise en place de censure, mais pas leur qualité. Dans le domaine du dessin animé, Walt Disney réalisa en 1937 son premier long métrage, Blanche-Neige et les 7 nains. Et l'année suivante, il s'installa dans ses bureaux à Burbank. La production de dessins animés se faisait désormais en série. La célèbre souris de Disney revient dans Fantasia en 1940. C'est aussi cette année que le film Le Dictateur de Chaplin sort. Et il ne manque pas de rappeler l'invasion de la Pologne en septembre 1939, qui a plongé l'Europe dans la guerre. Dans un premier temps, les États-Unis contemplèrent les événements européens sans réagir. Du reste, ils n'en avaient pas les moyens. Ils ne pouvaient aligner que 200 000 hommes, 1500 avions et 309 chars de combat. Roosevelt envoya aussi une mission diplomatique en Europe pour dissuader Mussolini d'entrer en guerre. Et ce fut un échec. Il était désormais évident que les puissances de l'Axe voulaient la guerre à outrance et qu'on ne pouvait plus leur faire entendre raison. Ainsi, à l'occasion de la guerre, les Américains prenaient conscience de la complémentarité entre les deux hémisphères du monde occidental. Cela dit, il existait aussi un lobby opposé, le comité America First, qui bénéficiait notamment de l'appui de Ford. C'était largement une émanation des milieux républicains conservateurs et des milieux d'affaires du Middle West. Par ailleurs, les germano-américains et leur German American Bund manifestaient leur hostilité à une entrée en guerre contre leur pays d'origine, même si celui-ci était tombé aux mains d'Hitler. Durant 18 mois, Roosevelt louvoya entre ces tendances opposées de son opinion publique, mais appuyant de plus en plus nettement vers les Alliés, mais faisant tout pour éviter d'entrer en guerre, tout en s'y préparant à tout hasard. Le général George Marshall, chef d'état-major de l'armée depuis 1939, obtint d'énormes crédits de réarmement en mai 1940. Il fallait construire pas moins de 50 000 avions par an, et en septembre de la même année, l'armée reçut le droit d'engager 800 000 hommes de plus. C'est à cette époque que le soldat américain reçut le nom de GI. Tous les Américains en âge de porter les armes durent se faire recenser, ce qui revenait à l'instauration d'un service militaire obligatoire qui devint effectif dès l'entrée en guerre. La neutralité américaine était donc de plus en plus engagée et il était de plus en plus évident qu'elle n'allait pas durer. À mesure que la guerre commençait à s'étendre à la Scandinavie et surtout lorsqu'en juin 1940 le Royaume-Uni se retrouva seul contre l'Allemagne, l'opinion publique américaine évolua rapidement. En 1940 était apparu un groupe de pression pro-allié, le Committee to Defend America by Aiding the Allies. Il préconisait l'entrée en guerre et les liens avec la Grande-Bretagne étaient anciens et très forts. Même si leurs navires n'en souffraient pas, la bataille de l'Atlantique qui eut lieu entre 1940 et 1941 rappela aux Américains la lâcheté de la guerre sous-marine et souleva une vague d'indignation au sein du public. La menace d'une Europe allemande, dominée par une idéologie qui révulsait à peu près tout le monde, inquiétait de plus en plus les Américains.
En fin d'année, Roosevelt terminait son mandat, et en novembre, il est réélu grâce à sa popularité toujours élevée. Son adversaire républicain avait accusé Roosevelt de planifier secrètement l'entrée de la nation dans la Seconde Guerre mondiale. Cette accusation avait affaibli le soutien à Roosevelt. En réponse, ce dernier, dans une promesse qu'il regrettera plus tard, avait promis qu'il n'enverrait pas de garçons américains dans des guerres à l'étranger. Juste après avoir gagné l'élection présidentielle de 1940, Roosevelt annonça qu'il avait l'intention de faire des États-Unis l'arsenal des démocraties. Il apparaît clairement dans les numéros du Times Magazine de 1940 que les Américains se préoccupent de la guerre. La guerre est largement évoquée dans les magazines tout au long de l'année et les journalistes y vont de leur analyse. Une sympathie pour le camp allié se dégage tout de même et le public est donc divisé sur l'approche à avoir vis-à-vis de la guerre. Bien que le totalitarisme soit rejeté par la plupart des Américains, une intervention sur leur terrain ne fait pas l'unanimité. Les USA se portent bien et la guerre est loin. Des experts annoncent déjà que les Japonais, plus proches que les Allemands, ne risqueront pas de guerre avec les États-Unis. En mars 1941, les États-Unis renoncèrent au principe du cash and carry. Les Britanniques ne pouvaient plus payer et comme l'expliqua Roosevelt, quand l'un d'entre vous voit la maison de son voisin ravagée par un incendie, il ne lui vend pas son tuyau d'arrosage, il le lui prête. Dans une atmosphère de très forte mobilisation des partisans et des adversaires de l'engagement en guerre, le Congrès vota la loi du pré-bail, qui autorisait le président à fournir des armes et des munitions à tous les adversaires des dictatures, à crédit si nécessaire, voire à perte. Durant la guerre, au titre de la loi du pré-bail, de nombreux pays reçurent au total plusieurs dizaines de milliards de dollars, notamment la Grande-Bretagne, la France et l'URSS. Et ce malgré l'opposition de certains politiciens américains qui déclaraient que la victoire du communisme dans le monde serait beaucoup plus dangereuse pour les États-Unis que la victoire du fascisme. En juillet 1941, les États-Unis occupèrent l'Islande et le Groenland, qui était une colonie du Danemark, lui-même occupé par l'Allemagne. La marine américaine se mit ainsi à escorter les navires britanniques jusqu'en Islande. Les problèmes de ségrégation touchaient toujours la société américaine, malgré que les Noirs américains avaient été libérés de l'esclavage sous la présidence de Lincoln. Le 25 juin 1941, le président Roosevelt a créé le Committee on Fair Employment Practice, qui stipule qu'il ne doit y avoir aucune discrimination dans l'emploi des travailleurs dans les industries de défense ou du gouvernement en raison de la race, la croyance, la couleur ou encore l'origine nationale. Des militants avaient fait pression pour obtenir de telles dispositions en raison de la discrimination généralisée à l'égard des Afro-Américains dans l'emploi partout dans le pays. Avec le renforcement des industries de défense, de nombreux Afro-Américains se sont déplacés vers les centres industriels et urbains du nord et de l'ouest des États-Unis à la recherche d'emploi et pour éviter la ségrégation raciale l'intolérance et la violence dans les régions rurales du Sud. En arrivant là-bas, ils étaient constamment exclus de l'application dans les industries de défense en raison du racisme et de la peur de la concurrence par les Blancs du Nord et de l'Ouest. En août 1941, Roosevelt et Churchill se rencontrèrent au large de Terre-Neuve et signèrent la Charte de l'Atlantique, un texte destiné avant tout aux opinions publiques européennes où les deux puissances définissaient leur but de guerre. Ce document assez vague confirmait que l'Amérique, même officiellement toujours neutre, avait choisi son camp. L'Amérique essayait toujours d'éviter d'intervenir et c'était plutôt les affaires d'Europe et d'Atlantique Nord qui la préoccupaient. Pourtant, ce fut l'agression japonaise qui la força à entrer en guerre. Les Américains n'avaient pas pris au sérieux les projets japonais d'occupation de l'ensemble de l'Asie orientale. Pourtant, l'occupation de l'Indochine française, qui a lieu entre septembre 1940 et juillet 1941, s'était traduite par des représailles économiques. Gel des avoirs japonais aux États-Unis, un embargo sur l'essence, la ferraille ainsi que l'acier. Cette politique était incohérente. Elle risquait d'amener essentiellement un redoublement d'agressivité des Japonais en Asie, car ce dont le Japon manquait le plus depuis 1929, c'était de matières premières. Malgré la dégradation des relations entre les deux pays, les ponts n'étaient pas rompus. Le 7 novembre 1941, des négociations avaient commencé, mais ce fut un dialogue de sourds. Et ainsi, le 7 décembre 1941 au matin, le Japon lança la fameuse attaque aérienne sur Pearl Harbor aux îles Hawaï. C'était la principale base de la marine américaine dans le Pacifique, et ce fut une attaque surprise sans déclaration de guerre au préalable. On savait à Washington que des avions japonais avaient décollé des Kuriles, mais on n'avait pas pensé à la possibilité d'une attaque sur une base américaine. Pearl Harbor n'était pas en état d'alerte et c'était un dimanche. Une part notable de la flotte américaine fut détruite et il y eut 2400 morts. Le lendemain, les États-Unis déclarèrent la guerre au Japon. Le 11 décembre, Hitler et Mussolini déclarèrent à leur tour la guerre aux États-Unis en application du pacte tripartite. Le Japon et la guerre du Pacifique qui opposa les USA à ce dernier va occuper de nombreux articles dans le Life Magazine. La suite et les conséquences de Pearl Harbor y seront décrites.
Dans les jours qui suivirent l'attaque, le Japon part dans toutes les directions. Hong Kong tombe en moins de 17 jours, et la bataille se déplace aux Philippines. Dans le même temps, les îles américaines de Guam et de Wake sont bombardées et prises. La vie quotidienne des Américains fut évidemment infiniment moins perturbée que celle des Européens. Jamais le territoire des États-Unis ne fut menacé. L'accès à l'emploi resta libre, tout comme les loisirs. D'ailleurs, les Américains suivront l'évolution du conflit dans lequel ils sont tombés, dans les salles de cinéma. En effet, des bulletins d'information sont projetés avant les films. Il n'y eut pas trop de restrictions. Le rationnement toucha dès le début de la guerre le sucre et le café, car c'était des denrées importées. Puis plus tard, le beurre fut aussi rationné. Cependant, dans les rues de la côte ouest, certaines tranches de la population américaine disparaissent. Le sentiment anti-japonais dans la population américaine devient exacerbé après l'attaque de Pearl Harbor. Des Nippo-américains pourtant bien intégrés sont inquiétés et arrêtés par le FBI entre le 7 et le 11 décembre 1941. Une ébauche d'entente mondiale est née le 1er janvier 1942. Les 26 pays déjà entrés en guerre contre l'Axe à cette date, y compris l'URSS, signèrent à Washington la Déclaration des Nations Unies. Rédigée par Roosevelt, elle officialisait leur engagement à poursuivre la guerre jusqu'à la reddition sans condition de leurs adversaires et à ne pas signer de paix séparée. Ces nations se donnaient aussi pour objectif le rétablissement ou l'instauration en Europe centrale de régimes démocratiques. Le texte, cependant, n'était qu'une déclaration d'intention, sans portée réelle. L'État américain prit en charge plus directement l'effort de guerre. Un War Production Board, WPB, apparut en janvier avec à sa tête Donald Nelson, que l'on surnommait aussi le Tsar. Il avait pour rôle de coordonner l'ensemble de l'effort de guerre. Il prit ainsi la décision d'interrompre tous les travaux sur les autoroutes et les routes considérées comme non essentielles. Mais suite à cela apparut un problème de pénurie de main-d'œuvre, du fait du rythme très rapide de l'augmentation de la production, ainsi qu'un problème d'accès à la matière première. Pour résoudre les problèmes d'approvisionnement, le WPB dut imposer des restrictions à la production à usage civil. Ainsi, la production d'appareils électroménagers s'arrêta pratiquement, car il fallait économiser le cuivre. De même, la production automobile fut stoppée en 1942, car on avait besoin des usines pour fabriquer des moteurs d'avion. Pour résoudre les problèmes de main-d'œuvre, on embaucha beaucoup, notamment des Afro-Américains et des femmes. Le nombre de salariés augmenta de 30% et celui des ouvriers d'usine de 65%. Dans ces conditions, le chômage s'effondra et les salaires augmentèrent sensiblement. La psychose de l'invasion se traduisit en février 1942 par l'internement dans des camps situés dans les Rocheuses de tous les Nippo-américains de la côte Pacifique. Leurs biens furent vendus, leurs logements occupés par d'autres et leurs familles furent séparées. Cette disposition est diversement appliquée aux États-Unis. Sur la côte ouest, tous les Japonais américains sont internés, soit 1,2% de la population de Californie. À Hawaï, où les Américains d'origine japonaise sont au nombre de 150 000 et composent près d'un tiers de la population de l'archipel, formant ainsi l'ossature de l'économie des îles, leur traitement est un peu moins drastique. Au total, 62% des internés sont des citoyens américains. Ils étaient appelés des Nisei, autrement dit des Japonais américains de seconde génération. De plus, la ségrégation continuait. Le journal de la NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, est souligné que cela paraissait diablement fou d'être contre des bancs publics réservés aux juifs de Berlin et d'être pour des bancs réservés aux personnes de couleur en Floride. Même si à cette époque, les prises de sang et les réserves de plasma sanguin étaient ségrégées. Malgré la guerre, Hollywood fonctionne toujours. Le 5e long métrage d'animation de Walt Disney Studios, Bambi, sort en mars 1942. On assista à une mobilisation de culture. Ainsi, la plupart des héros de bande dessinée s'engagèrent. Les stars de la chanson multiplièrent leurs tournées dans l'armée. Hollywood s'engagera dans la bataille. L'opinion, dans l'ensemble, n'en était pas choquée car elle partageait les objectifs du gouvernement ainsi que son optimisme dans le long terme dont il faisait preuve. En mai 1942, les Japonais débarquèrent au nord de la Nouvelle-Guinée et l'armée américaine dut évacuer les Philippines. Ils menaçaient directement l'Australie. En revanche, Hawaï ne fit pas l'objet d'une attaque en règle. Apparemment, le Japon n'envisageait pas la perspective d'un débarquement en Californie. La priorité des Japonais était le contrôle des ressources naturelles d'Asie et d'Australie. Ce fut alors en juin 1942 que les Japonais changèrent un petit peu de stratégie. Ils lancèrent une attaque contre les îles Midway, qui étaient sur la route d'Hawaï, dans le but de liquider ce qui restait de la flotte américaine et de s'emparer définitivement des archipels américaines du centre du Pacifique, qui étaient de grandes bases aéronautiques. Et ce fut un échec, ce fut l'aviation américaine qui décida de l'issue de la bataille, coulant 4 porte-avions japonais. La reconquête commença par les îles Salomon. La bataille de Guadalcanal dura d'août 1942 à février 1943, d'où le surnom de Verdun américain, qui lui a été donné, non en raison du nombre de morts, mais en raison de la durée et la dureté des combats. Les Américains pâtirent de l'éloignement de leur base, des conditions climatiques et de la difficulté du terrain. En effet, la jungle empêchait un recours efficace de l'aviation. L'acharnement des troupes japonaises n'arrangeait rien, et il fallait souvent recourir au corps à corps.
Plutôt que de frapper directement l'Europe allemande, les Britanniques suggérèrent d'intervenir en Méditerranée, le ventre mou de l'Axe. Churchill voulait avant tout éviter un nouvel enlisement dans une guerre de tranchées en Europe. Il fallait donc affaiblir l'Allemagne avant de l'attaquer en son cœur. De plus, une stratégie périphérique valoriserait la marine et l'Empire britannique. L'Amérique, qui de toute façon n'était pas encore prête pour une guerre frontale en 1942, se rallia à ces vues, malgré le peu d'enthousiasme de son opinion publique pour qui cette stratégie revenait à prolonger inutilement la guerre. Il y eut donc d'abord le 8 novembre 1942 un débarquement anglo-américain en Afrique, plus précisément au Maroc, à Casablanca et en Algérie à Oran et Alger. Le nom de code de ce débarquement était Opération Torche. Il rendit aux Alliés la maîtrise de la Méditerranée, mais il fallut près de 6 mois pour venir au bout de l'Africa Corps de Rommel. Nous pouvons voir dans le Life Magazine que les Américains sont fort impliqués dans la guerre qui est plus que jamais omniprésente. Une invasion des États-Unis est même envisagée dans un numéro de mars 1942. Selon les articles, les Américains doivent désormais se battre pour que leur mode de vie survive. Choqués que les Japonais ont apporté la guerre jusqu'aux côtes américaines. Au début de l'année 1943, le Japon, bien que sérieusement ébranlé, dispose encore d'un vaste empire et des matières premières nécessaires pour poursuivre les combats. Cependant, sa logistique maritime s'affaiblit et ses faiblesses structurelles deviennent de plus en plus patentes. L'industrie japonaise est incapable de remplacer les porte-avions perdus et les disparitions des pilotes chevronnés ne peuvent être compensées. Les cuirassés sont également devenus obsolètes par les nouvelles techniques d'aéronavale qui privilègent désormais le combat à distance. En février, les Américains avaient gagné la bataille pour Guadalcanal. Ils passèrent aux archipels de Micronésie. En novembre, la reconquête des îles Gilbert commence, mais la résistance japonaise y est féroce. Pour la prise du minuscule atoll de Tarawa, 1000 soldats américains sont tués et seuls 17 soldats japonais sont faits prisonniers sur une garnison de 4000 hommes. Ces pertes scandalisent l'opinion publique américaine. Par contre, cette bataille permit de perfectionner les tactiques de débarquement. Guam, dans les Mariannes, fut reprise peu après. Les Américains disposaient ainsi d'un tremplin pour la conquête des Philippines. Avec la prise de Tunis, le 7 mai 1943, et la reddition des troupes allemandes et italiennes, les Alliés sont maîtres de toute l'Afrique du Nord. Le 10 juillet 1943, ils débarquent en Sicile et prennent pied sur la péninsule italienne en septembre. C'est lors de cette période que Badiglio, le successeur de Mussolini qui a été évincé du pouvoir, annonce un armistice qui préfigure un retournement d'alliance. Les résultats furent décevants car les Allemands envahirent l'Italie et opposèrent une résistance bien plus forte que prévu. Ces derniers bloquent de longs mois les troupes alliées au mont Cassin. Roosevelt espérait que la destruction totale du potentiel militaire de l'Allemagne, du Japon et de l'Italie permettrait d'éviter une reprise rapide des hostilités. Ainsi, en janvier 1943, à Casablanca, il déclara « La reddition inconditionnelle des pays de l'Axe implique la ferme assurance de voir régner la paix dans le monde pendant des générations. » Mais il sous-estimait beaucoup l'hostilité fondamentale de l'URSS au capitalisme et son caractère idéologique, même si cela avait été mis en veilleuse provisoirement pour cause d'un ennemi commun. Les ambitions territoriales de Staline avaient été également mises sous silence. Il s'abrita derrière ses déclarations de principe pour faire avancer ses troupes jusqu'à 200 km de la mer du Nord, et surtout pour imposer aux régions passées sous le contrôle de son armée des régimes démocratiques, au sens où il l'entendait, c'est-à-dire communistes. Enfin, si Roosevelt se refusait à signer des traités d'alliance en bonne et due forme avec les alliés de l'Amérique afin de garder les mains libres pour l'après-guerre, il croyait cependant beaucoup au contact personnel. Ainsi, en novembre 1943, il organisa une conférence entre les trois grands, à Téhéran, mais sans résultat concret. Roosevelt restait tout de même bien décidé à ce que la coopération entre les alliés continuât après la guerre, et ce sur des bases définies et acceptées par tous les vainqueurs avant même la victoire. À partir de 1943, les principales difficultés étaient surmontées et l'Amérique se mit à fabriquer des avions à la chaîne comme de vulgaires forts de thé. General Motors fabriquait 28 700 mitrailleuses Browning par mois, et les principales firmes automobiles se lancèrent aussi dans la fabrication de moteurs d'avions ou de chars. Au total, la production industrielle passa de l'indice 100 en 1940 à l'indice 239 en 1943. En définitive, ce fut la guerre qui permit aux États-Unis d'effacer pour de bon les séquelles de la crise, notamment en rétablissant d'un coup le plein d'emploi, en provoquant une immense relance de la consommation, financée par des colossales dépenses d'État. La production redémarra malgré les ponctions opérées pour l'effort de guerre. Les salaires réels augmentèrent aussi, tout comme les profits des entreprises. Après l'entrée en guerre, les syndicats renoncèrent spontanément à la grève en tant que moyen d'action. En échange, ils siégèrent aux différentes agences. Mais les mécontentements n'avaient pas pour autant cessé. En particulier, les agences de guerre ne tardèrent pas à être accusées de favoriser systématiquement les grandes entreprises. Ce fut l'ébauche de ce qu'on appela plus tard le complexe militaro-industriel. De plus, la législation sociale avait été mise à mal. Les conditions de travail des enfants avaient
avait été assouplie, les horaires hebdomadaires étaient passés de 40 à 48 heures, même si les salaires avaient été augmentés, cela faisait beaucoup. De fait, en 1943, il y eut à nouveau des grèves dans les mines de charbon de Pennsylvanie. Les médias diabolisèrent cet acte, mais les salaires des mineurs augmentèrent. Suite à cela, en juin, le gouvernement décida de limiter le recours au droit de grève dans les entreprises travaillant pour la défense. L'affaire des nippo-américains provoqua des protestations. À partir de 1943, une partie des déportés parvint à convaincre les autorités des camps de leur loyauté et à sortir. Certains s'engagèrent dans l'armée et les 2 unités japonaises furent parmi les plus décorées par leur vaillance. Les soldats nippo-américains étaient envoyés uniquement combattre en Europe, et plus tard ils se distingueront lors du débarquement et lors de la bataille des Ardennes. En fin d'année, la balance de la guerre a tourné et les objectifs sont clairs dans le Life magazine qui imaginait encore l'année précédente une invasion des USA. Mais à quel prix? Le public est bien conscient des pertes et des horreurs de la guerre, comme le souligne cet article de décembre 1940. En début d'année, l'attention des Alliés s'était tournée à fond vers le front occidental. Ceux-ci subirent des lourdes pertes en essayant de franchir la ligne d'hiver à Monte Cassino. Ils ont débarqué à Anzio le 22 janvier 1944 dans le but de déborder la ligne Gustave et d'en retirer les forces de l'Axe pour permettre aux troupes alliées une percée. Après une trop longue progression de leur part, les Allemands ont contre-attaqué en février, mais sans grand succès. Après des mois d'impasse, l'offensive alliée réussit en mai 1944 et Rome tombe aux mains des Alliés le 4 juin. Le deuxième front européen que les Soviétiques avaient réclamé fut finalement établi le 6 juin 1944 lorsque les Alliés lancèrent l'invasion de la Normandie. Le commandant suprême des forces alliées, le général Dwight Eisenhower, avait retardé l'attaque en raison du mauvais temps, puis finalement avait ordonné le lancement du plus grand assaut amphibie de l'histoire. Après des bombardements prolongés sur la côte française par l'armée de l'air, les Rangers escaladèrent les falaises de la pointe du Hoc sous un feu ennemi intense. Avant le début de l'assaut, la 82e et la 101e division aéroportée américaine furent parachutées derrière les plages de la France occupée, dans le but de protéger les débarquements à venir. Beaucoup de parachutistes n'ont pas été largués dans leur zone d'atterrissage prévue et ont été dispersés dans toute la Normandie. Pendant que les parachutistes se frayaient un chemin à travers les haies, les principaux débarquements amphibies ont débuté. Les Américains débarquèrent sur les plages appelées Omaha et Utah, et les combats prirent fin dans l'après-midi lorsque les troupes de débarquement rejoignirent les parachutistes qui s'étaient frayé un chemin vers les côtes. Après l'invasion de Normandie le 6 juin, l'équivalent de 7 divisions américaines et françaises quittèrent l'Italie pour participer à l'opération Dragoon, un débarquement allié dans le sud de la France. Cependant, les forces américaines restantes en Italie se heurtèrent à la ligne gothique dans le nord de l'Italie, qui était la dernière ligne de défense majeure allemande dans la zone. Dans le Pacifique, en dépit de la détermination de l'armée japonaise, les Alliés reprennent peu à peu les îles perdues. Les Philippines redeviennent américaines après la bataille du golfe de Leyte, en octobre. Cette dernière reste la plus grande bataille aéronavale jamais survenue. Ainsi, la flotte impériale japonaise est lourdement battue et cesse d'être une force offensive capable d'influer sur le cours de la guerre. L'engagement en 1944 des premiers kamikazes de l'histoire ne peut freiner la reconquête américaine, mais prouve la résolution à se battre jusqu'au bout des Japonais. En novembre, Roosevelt est réélu à la présidence américaine. La question importante de cette élection était de savoir quel dirigeant devait être choisi pour les jours critiques du rétablissement de la paix et de la reconstruction après la fin de la guerre. La plupart des électeurs américains ont conclu qu'ils devaient conserver leur parti au pouvoir et en particulier le président qui le représentait. La fin de la guerre étant proche, le président américain a préparé le GI Bill, qui est une loi américaine adoptée en juin 1944 par le Congrès des États-Unis. Cette loi fournit aux soldats démobilisés de la Seconde Guerre mondiale le financement de leurs études universitaires ou de leur formation professionnelle. Mais en fin d'année, une offensive allemande surprend les Américains. Le 16 décembre 1944, les Allemands lancent une attaque massive vers l'ouest, dans la forêt ardennaise, dans l'espoir d'établir une percée dans les lignes de front alliées tout en prenant la ville belge d'Anvers. C'est en fin d'après-midi qu'Eisenhower et Bradley, qui sont en réunion à Versailles, sont informés de l'attaque. Ils n'en mesurent pas encore l'ampleur et réagissent tardivement. En effet, le mauvais temps empêche toute reconnaissance aérienne. L'enfoncement par les troupes de l'Axe dans les lignes alliées font former une bosse, Bulge en anglais. Les Américains, voyant cette bosse enfoncer leur ligne dans les journaux, vont appeler cette bataille Battle of the Bulge. Le 25 décembre 1944, la contre-attaque allemande est stoppée net à Dinant. L'amélioration de la météo permet à l'aviation alliée d'attaquer massivement les troupes allemandes au sol. Mais de sérieux combats ont toutefois encore lieu partout en Ardennes, notamment à Bastogne où une garnison américaine encerclée est libérée le 26 décembre par l'avant-garde de la 3e armée du général Patton. Les Alliés lancent ensuite la contre-offensive, mais la résistance allemande est coriace et les conditions de combat sont extrêmement difficiles, à cause du froid intense et de la neige abondante. Les forces allemandes ne sont finalement repoussées d'Ardennes qu'à la fin du mois de
janvier 1945. Les pertes américaines seraient de 75 685 hommes, dont 10 733 tués. Ces pertes ont été supérieures à celles du débarquement en Normandie. Du 4 au 11 février 1945 a lieu la conférence de Yalta en Crimée. Lors de cette conférence, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS se mettent d'accord pour adopter une stratégie commune afin de hâter la fin de la Seconde Guerre mondiale, régler le sort de l'Europe après la défaite du Troisième Reich et garantir la stabilité d'une nouvelle ordre mondiale après la victoire. Lors de son discours devant le Congrès du 1er mars 1944, Roosevelt apparut amaigri et vieilli. Il partit le 30 mars pour Warm Spring, une petite station thermale de Géorgie où il avait une résidence. Et ce afin de prendre du repos avant la tenue de la conférence des Nations Unies, qui devait se tenir 2 semaines plus tard à San Francisco. Mais en avril 1945, il s'écroula, se plaignant d'un horrible mal de tête. Il mourut quelques heures plus tard, à l'âge de 63 ans, d'une hémorragie cérébrale. Conformément à la Constitution américaine, le vice-président Harry Truman devint le 33e président des États-Unis, alors qu'il avait été tenu à l'écart des décisions politiques et qu'il ne s'était pas rendu à Yalta. Truman dédia la cérémonie d'investiture du 8 mai 1945 à la mémoire de Roosevelt. Fin mars 1945, les Alliés peuvent enfin franchir le Rhin et occuper de vastes secteurs de l'ouest et du sud de l'Allemagne, tandis qu'à l'est, les soviétiques progressent de façon continue, libérant l'Europe centrale puis atteignant Berlin. Dans les villes assaillies par l'armée rouge de Vienne et de Berlin, des escadrons SS font encore régner la terreur en pendant en public ceux qui refusent de continuer un combat sans espoir. Hitler se suicide le 30 avril d'une balle dans la tête et le même jour les soviétiques plantent leur drapeau sur le toit du palais du Reichstag, l'ancien siège du Parlement allemand, dans un Berlin en ruine. La bataille de Berlin continue jusqu'au 2 mai et l'Allemagne capitule sans condition le 8 mai 1945, mais la guerre continue contre le Japon. La capture d'îles proches du Japon comme Iwo Jima et Okinawa permet de lancer des attaques aériennes directes sur Tokyo. La ville brûle le 10 mai 1945 suite à un bombardement incendiaire. Mais c'est surtout Hiroshima et Nagasaki qui vont souffrir des bombardements américains. Le 6 et le 9 août 1945, une attaque nucléaire est lancée sur ces villes. C'était le président Harry Truman qui avait donné l'ordre de larguer une bombe atomique sur des objectifs civils dans l'espoir de faire capituler le Japon. Même aujourd'hui, les raisons de cette décision sont loin d'être parfaitement connues. Il faut en effet se rappeler que le projet Manhattan visait initialement l'Allemagne et non pas le Japon. L'explication officielle soutient que la capitulation du Japon fut ainsi réalisée en évitant de lourdes pertes américaines. Un débarquement sur les côtes japonaises ayant été évalué à plusieurs centaines de milliers de victimes au sein des forces américaines. Pour d'autres, c'est l'imminence de la déclaration de guerre de l'URSS au Japon, prévue lors des accords de Yalta, qui en est le facteur déterminant. Conjugué à la déclaration de guerre de l'URSS et à l'invasion du Mandchoukou par les forces soviétiques, les bombardements atomiques provoquent finalement la reddition du Japon. Annoncé par Hirohito le 15 août 1945 et confirmé par la signature des actes officiels le 2 septembre à bord de l'USS Missouri. La guerre est finie et les Alliés peuvent fêter la fin d'une période difficile de l'histoire. Après leur victoire en 1945, les États-Unis sont vus comme les défenseurs du monde libre. Et les horreurs de la guerre sont tout de suite relayées dans la presse. Je ne peux pas vous montrer les photos parues dans le Life Magazine ainsi sur YouTube, mais les camps d'extermination créés par les dignitaires fascistes allemands éclatent au grand jour et le public ne peut l'ignorer. Les Américains entrent dans une période de paix et de reconstruction, mais ils sont bien conscients que le monde sera désormais différent maintenant que l'arme nucléaire a été mise en place et utilisée. Certes, à leur retour, les jeunes soldats américains ne penseront pas à tout ça. Truman ordonne la démobilisation générale. Les troupes américaines passent de 11 millions à 1,5 million d'hommes. Des centaines de milliers de jeunes militaires intègrent les universités et tentent d'acquérir un logement grâce à des taux préférentiels et des emprunts garantis. Et mon voyage ici tourne à sa fin car le reste est une autre histoire. N'échappons pas à la tradition de cette chaîne et terminons cet épisode avec quelques mots sur la vie des chats en Amérique entre 1940 et 1945. Et il faut dire que comme maintenant sur les réseaux sociaux, les chats sont présents dans les médias américains de cette période. J'ai même retrouvé un article sur nos amis poilus en faisant mes recherches dans le Life Magazine. Les chats participeront même au combat comme Sam l'insubmersible, un chat de navire de la Seconde Guerre mondiale, qui était d'abord dans la Kriegsmarine puis dans la Royal Navy. Il a été célèbre pour avoir survécu au torpillage des navires de guerre sur lesquels il était l'animal de bord. Sur toutes les photos que j'ai pu trouver de chats durant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un point commun. Un sourire qui s'est dessiné sur le visage de soldats marqués par la guerre. Petites boules de poils sont indéniablement des compagnons ou des mascottes qui permettent d'oublier un peu l'effroi des combats. J'espère beaucoup que cette vidéo vous a plu. J'ai pris un petit risque en faisant une plus longue vidéo que d'habitude et j'ai un petit peu peur que YouTube ne la mette pas beaucoup en avant. Et là vous pouvez m'aider en likant cette vidéo. Je vous remercie d'avoir réagi positivement à la vidéo précédente et si vous voulez visiter d'autres époques, n'hésitez pas à me le dire, peut-être que nous y ferons un tour. En tout cas, les sources de cette vidéo se trouvent dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.